on est parti. Voilà. Bon, D'accord. Oui. bah oui, vamos a hablar en español, Philippe? ¿O no? No, es mucho difícil para mí. Ok. Il fallait que je commence comme ça quand même, qu'on le tente. Hein. Bon, alors Philippe, Pero tengo peros conmigo. No es fácil. Ah oui, puis c'est pas un petit chien, hein? Non, c'est un braque. Ah, il est beau, il est très beau. Ouais. Bon, alors, c'est difficile de parler de vous parce que vous êtes un homme qui partait dans tous les sens, qui fait des choses. Alors, théâtre, évidemment, littérature, c'est ce pourquoi on vous a connu d'abord. Et cinéma maintenant, vous êtes professeur, etc., etc. Est-ce que, si je dis que ce qui vous anime le plus, c'est toujours chercher ailleurs, c'est toujours se surprendre soi-même, surprendre les autres, chercher. Oui, chercher, oui. Surprendre, c'est pas forcément ma motivation, ni me surprendre moi-même, ni me surprendre les autres, mais c'est surtout ne pas m'ennuyer et ne pas ennuyer les autres. Mais chercher, oui, vous avez tout à fait raison. C'est pas très très français hein, de faire, comment dirais-je, d'exercer sa volonté créative dans différentes directions. Mais c'est vrai que moi, ça a toujours été le cas depuis l'enfance et il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et ce qui me motive, c'est d'essayer de trouver le meilleur instrument pour exprimer ce que je ressens ou ce que je veux exprimer. Et les instruments qui sont à disposition dans le domaine artistique, ils sont quand même très nombreux. Donc, je me suis toujours intéressé à tous les domaines artistiques, soit en tant que, j'aime pas trop le mot, mais consommateur ou en tout cas amateur, euh, ou en tant qu'apprenti créateur. Quand je dis tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines. C'est-à-dire que moi je suis un passionné de danse, de musique, d'architecture, de peinture, de gravure, de photographie, de cinéma, etc., de littérature, de poésie. Et tout m'intéresse. Et tout me nourrit. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour écrire à peu près correctement ce que je fais, j'ai besoin de toutes les autres formes d'art. C'est parce que je suis un amateur de cinéma, un amateur de danse, un amateur d'architecture, un amateur de photographie, un amateur d'histoire, que j'arrive à écrire. Et je n'ai jamais compris, si vous voulez, les créateurs, et on en connaît beaucoup, hein, et d'ailleurs certains font des choses de qualité, mais qui ne s'intéressent qu'à un domaine. Et même parfois qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ce qui est quand même le bouquet. Mais voilà, c'est tout. Donc, je ne dis pas que je réussis dans tout ce que j'entreprends. Par exemple, il y a des choses que je ne montre jamais. Je fais de la photographie depuis toujours. Dès que j'ai eu un premier appareil photo, j'ai jamais montré, j'allais dire publiquement, donc publié mes photographies. J'ai toujours peint et dessiné. J'ai jamais montré non plus ce que je peignais, ce que je dessinais. Mais j'ai besoin de ces pratiques, même ou la musique. Jouer très mal de la guitare, ça m'est utile pour faire d'autres choses. J'ai besoin de ça pour arriver à peu près faire des films et des livres. Alors justement, la partie dessin peinture, parce que ça a été aussi une envie forte et vous continuez à le faire pour vous, hein, je me trompe pas. Est-ce que ça fait partie de cette comment dire du lien entre la littérature et le cinéma, parce qu'on dit souvent que le cinéma c'est l'ensemble de tous les arts d'une certaine manière, mais particulièrement si on part c'est le monde visuel en plus du monde narratif et donc ou descriptif ou enfin bref littéraire. Est-ce que c'est cet amour-là qui vous a amené au cinéma? Parce qu'il y avait une prise de risque énorme quand même. Vous aviez une carrière vraiment totalement pleine d'exitos, comme on dit au Mexique, hein, de succès absolu dans tous les domaines en termes de littérature. Et se lancer dans le cinéma, c'était une prise de risque énorme, non? Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, si vous voulez, parce que ce que j'ai expliqué depuis, ce que j'ai même écrit dans un ou deux livres, c'est que le cinéma fait partie de ma vie depuis mon enfance en tant que spectateur. Et le désir de cinéma, de faire du cinéma, il naît dès que j'ai 10 ans, avec une caméra que je me fabrique, une caméra en papier, et j'écris des petites historiettes, des petites scènes, et je fais semblant de filmer mes camarades
Et il faut que j'attende l'université pour avoir une vraie caméra en main, une Super 8 ou une 16. Et toutes ces années-là, d'enfance, d'adolescence, de jeunesse adulte, se passent à écrire des mauvais romans, à écrire des mauvais scénarios, à faire ensuite des mauvais courts-métrages, à jouer dedans, à les monter, etc. Donc, le cinéma, c'est pas quelque chose chez moi qui arrive comme ça. C'est quelque chose que je veux entreprendre depuis très longtemps, mais sans jamais réussir à trouver les moyens de le faire vraiment professionnellement. À juste raison, parce que les scénarios que j'écrivais quand j'avais 20-25 ans et que j'envoyais à des maisons de production étaient très mauvais. Mais j'avais cette pratique du court-métrage, de la caméra, du jeu, du montage. Et disons qu'à un certain âge, je me suis senti davantage habile pour me lancer dans un premier long. Ce qui était le cas aussi en littérature, c'est que vous avez rappelé les publications et les succès, mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'écris depuis que je suis enfant, et mon premier roman, je ne l'ai publié qu'à 37 ans. À 37 ans, vous voyez, c'est tardif. Mais pourquoi? Parce que tout ce que j'avais écrit avant, je trouvais que c'était très mauvais. Donc, je le gardais pour moi ou je le jetais à la poubelle, mais je ne le montrais pas. Donc, le cinéma, c'est pareil. Il a fallu que j'attende au fond de moi-même d'être prêt avec un vrai sujet, un sujet, comment dire, nécessaire pour moi, enfin, indispensable, de façon à me lancer dans un premier long qui a été il y a longtemps que je t'aime. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais déjà 45 ans. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a, est-ce que les deux films qu'a adaptés ou vous avez fait indirectement avec Yvan Gello, comment dire, vous ont mis sur un chemin, disons. Est-ce que vous aviez besoin d'une espèce d'apprentissage, entre guillemets, tout ça avec beaucoup de guillemets, hein, mais de ce qu'est la machine cinéma? La magie du hasard, si vous voulez, c'est que quand je publie ce premier roman, en 99, une des premières émissions de télévision que je fais, sur le même plateau est invité Yvan Gello, que je connais comme chef opérateur et comme metteur en scène, mais surtout comme chef-op, c'est un grand chef-op. Et c'était un grand lecteur. Donc, l'émission se passe, on ne se connaissait pas. Hein. Et à la fin de l'émission, je venais juste de faire un roman. Et Yves ne connaissait rien de mon histoire que je viens de vous résumer. Yves me dit, est-ce que vous seriez intéressé pour écrire un scénario avec moi? Donc, ce qui est assez curieux, si vous voulez, c'est que le cinéma revient vers moi par l'intermédiaire d'Yves de façon, oui, un peu miraculeuse. Moi, je crois beaucoup aux conjonctions comme ça. Et les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ce qui fait qu'on a commencé à écrire ensemble. Il m'a proposé différents sujets. Il y en avait un qui m'intéressait. C'est devenu Sur le bout des doigts, qu'il avait tourné en donnant à Marina Hans son premier rôle au cinéma, je crois. Et puis ensuite, moi, Yves est devenu un ami et je lui faisais lire mes romans sous forme de manuscrits. Donc, il a lu Les âmes grises bien avant tout le monde et il a ressenti le besoin de les adapter au cinéma, ce pourquoi j'étais absolument pas favorable. À tout autre que lui, j'aurais refusé. Il a été insistant et j'ai accepté parce que je pars du principe que je m'applique à mes romans, que les romans doivent rester des romans. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir envie d'adapter parfois ceux des autres. Hein. Mais pour l'instant, je ne l'ai jamais fait parce que les deux romans que je veux adapter, on n'arrive jamais à trouver de producteur, ou en tout cas d'argent, de producteur si, mais d'argent. Mais sinon, voilà. Donc, et Yves a fait son film. Et si vous voulez, grâce à lui, j'ai rencontré beaucoup de producteurs. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai refréquenté des plateaux comme je les fréquentais quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai croisé beaucoup de techniciens et comme ça correspondait aussi au moment où j'avais envie de faire un premier long métrage et que j'avais le sujet, les choses se sont enchaînées un peu comme ça. Alors, je trouve super intéressant cette idée que vos romans n'ont pas à être adaptés. Ils pourraient l'être, évidemment, mais n'ont pas à être adaptés. Expliquez-nous un peu ça, parce que c'est vraiment une notion très particulière. Je prends deux exemples. Alors, le film d'Yvan Gello, Les âmes grises, après, une fois que je lui ai donné mon accord, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire que, il m'a demandé de faire le scénario, mais je l'ai fait avec ses désirs à lui, qui étaient des désirs qui correspondent à son cinéma, c'est-à-dire un cinéma où l'émotion généralement est absente, un cinéma qu'on peut considérer comme un peu froid, un peu à l'os, ce qui n'est pas ma nature du tout. On avait des grandes discussions parce que pour moi, le cinéma, c'est l'émotion. Mais c'était son film, donc je l'ai aidé à le faire comme il le voulait. Il a eu un duo d'acteurs extraordinaires, Villeray et Marielle. C'était d'ailleurs le dernier film de Jacques en tant que tournage. Il est mort quelques semaines après. Et
avec le tel plaisir de connaître ces comédiens, moi, j'ai réécrit des scènes exprès pour le film qui ne sont pas dans le livre, vous voyez. Mais, comment dire, sur les romans, je prends 2 exemples. Vous voyez, un des derniers romans que j'ai fait paraître, c'est L'archipel du chien, et un plus ancien, Le rapport de Brodeck. Pour ces 2 livres, il y a eu beaucoup de demandes de producteurs, de maisons de production, et notamment américaines, des grosses machines. J'ai toujours dit non. J'ai toujours dit non parce que je ne vois pas, je vois très bien ce qu'ils pourraient en faire. Et ce qu'ils pourraient en faire ne m'intéresse pas. J'ai envie de garder la complexité de ces romans et de ces textes. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il y ait un projet ambitieux avec une grande ou un grand metteur en scène derrière et scénariste pour me faire fléchir. Mais si c'est pour faire juste un film de plus, ça n'a aucun intérêt. Par contre, j'ai donné l'autorisation d'adapter notamment Le rapport de Brodeck sous d'autres formes. Il y a eu des adaptations théâtrales, il y a eu une adaptation en roman graphique par Manu Larsenet qui est absolument sublime. Et hier, je faisais une conversation avec 2 créateurs flamands et belges, Dan Janssen, qui est un grand musicien, compositeur contemporain, et Fabrice Murgia, qui est metteur en scène, parce qu'eux veulent l'adapter et en faire un opéra. Et donc, je leur ai donné mon accord depuis 1 an, et ils sont en train de travailler sur une création pour l'Opéra national de Gand, du rapport de Brodeck. Donc ça m'intéresse, mais le cinéma, parfois, vous le savez, a une focale quand même assez réduite, a comment dirais-je, un espace aussi de, disons, 90 minutes, 120 minutes, qui est trop restreint par rapport à une somme qui est un livre, qui est souvent assez touffu, avec une multiplicité de personnages et de scènes. Et puis, il y a des choses qui sont proprement inadaptables. Il y a des choses qui ne peuvent, et heureusement, ce qui fait que tous les arts existent. De la même façon, tous les films ne sont pas novélisables, et heureusement. Alors, ce qui veut dire qu'au moment où vous travaillez un scénario, d'une certaine manière, vous contenez votre imagination, vous contenez l'ambition que pourrait avoir le récit de ce que vous racontez? Non, parce que quand j'écris un scénario, c'est un désir de cinéma qui prévaut. Et je le pense en termes de cinéma, et pas du tout en termes romanesques. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la différence chez moi quand je suis sur un projet de roman ou de film? C'est que le roman est quelque chose qui se met en branle avec le langage, et le résultat final sera langage, alors que les films, pour moi, naissent en termes d'image dans ma tête. Et comme vous savez, l'a très bien dit ou écrit Godard, il a souvent le sens de la boutade, et de la boutade extrêmement intelligente, en disant que le scénario, c'est finalement une invention des comptables d'Hollywood, qui ne voulaient pas donner de l'argent comme ça à un metteur en scène, qui lui disaient non, mais il faut déjà un peu mettre par écrit ce que vous voulez faire. Et ce qui est un non-sens quand on réfléchit, puisque une imagination de cinéaste, c'est une imagination visuelle, sonore, lumineuse, de jeu d'acteur. Et on va demander à cette personne de mettre par écrit ce qui ne sera jamais par écrit. Puisque le film, par essence, c'est celui qu'on voit en salle, et le scénario, il finit à la poubelle. Donc, il y a une sorte de passage par l'écrit qui est une torture, mais qui est une torture qui est dictée par des conditions de production. Parce que personne ne va en France vous donner 3-4 millions d'euros ou 10 millions d'euros en disant oui, vas-y mon coco, fais ce que tu veux, tu as une super idée. J'ai même pas envie de la connaître, etc. Vous voyez ? Donc, moi, le scénario, c'est vraiment la mise à plat en écriture la plus simple possible, la plus plate possible, de vision, de scène, et d'atmosphère, d'ambiance et de lumière que j'ai dans la tête. Et en fait, moi, je sais pas, j'ai la sensation quand je lis vos livres qu'ils sont extrêmement nourris d'images, c'est-à-dire, ou tout au moins ils en provoquent énormément. Mais je veux dire, dans la moindre description d'un lieu, d'un personnage, presque, je dirais, d'une odeur, d'une haleine, de quelque chose. Bon, que ce soit dans un récit super ample comme le rapport de Brodeck, mais aussi dans le petit grand-père avec sa petite fille sur ce banc avec la fumée de menthol du voisin. C'est vraiment. Alors, vous sentez que ce monde de sensations, d'émotions, du côté de la littérature, est finalement très parallèle à l'écriture de cinéma. Il y a une écriture différente entre les deux supports. Oui, c'est des écritures très différentes. L'écriture, enfin, vous le savez, les scénarios, c'est quand même une écriture
Technique. Quand on lit un scénario, voilà, technique, comme je dis souvent aux étudiants, où je leur disais, si vous voulez dire qu'un personnage entre dans une pièce, vous dire il entre dans la pièce. Vous n'avez pas besoin d'essayer de faire de la poésie avec cette phrase-là. Il entre dans la pièce, point. Après, ce sera à vous, metteur en scène, ou au metteur en scène, à imaginer cette entrée, travailler avec le comédien, travailler avec son chef d'écho, travailler avec son chef-op pour la lumière, mais il entre dans la pièce, point final. Alors qu'en littérature, vous allez bien sûr charger, nourrir cette phrase-là. Et ce qui est important dans les livres, pour moi en tout cas, c'est de faire naître les images et les sensations dans l'esprit du lecteur. C'est-à-dire que le décodeur, c'est lui. Moi, je propose des textes avec des éléments nucléaires qui vont faire en sorte qu'avec sa propre sensibilité, il va se construire ses images ou ses odeurs, comme vous dites. Et souvent, effectivement, les lecteurs me disent « mais c'est très visuel, vos livres ». Je dis « oui, mais visuel, ça ne veut pas dire cinématographique ». Et on le sait bien dans l'histoire du cinéma, les grands pièges que sont des romans qui paraissent comme ça, déjà des textes faits pour le cinéma. On se dit « ah mais oui, ça y est, on voit les scènes ». Puis quand on essaye de les adapter, c'est autre chose, parce que c'est pas ça le cinéma. Le cinéma, c'est un art à part entière qui, pour l'instant, pour moi, est trop jeune et donc ne s'est encore pas autonomisé de la littérature. Je trouve qu'il y a encore trop, vous voyez, d'adaptation de livres, comme si on avait besoin encore d'un petit déambulateur pour bébé avant de marcher de ses propres pas, quoi. Il faut davantage faire confiance aux scénaristes et aux gens de cinéma pour créer seul quelque chose et pas s'appuyer sur la littérature. Alors, vous avez déjà parlé vous avez fait des citations que vous pouviez avoir en échange avec des étudiants. Bon, alors là, on arrive à ce projet formidable, un peu fou, mais ça vous ressemble, c'est-à-dire n'ayant pas peur de hein, dans des aventures comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à répondre oui à la proposition à la fois du Festival de Morelia, de l'ambassade de France à Mexico, etc., pour vous mettre à travailler, à coacher, à suivre la création de projets de longs métrages mexicains? Écoutez, je crois que oui, vous avez résumé le mot, c'est un peu de la folie parce que, et c'est ce qui est excitant, des choses auxquelles on ne s'attend pas ou auxquelles on n'a pas pensé et qui viennent comme ça, perturber votre emploi du temps qui est déjà un emploi du temps de malade. Donc, trouver du temps en plus, c'est pas évident. Mais c'est aussi le désir d'ailleurs, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a commencé notre entretien en disant, voilà, que je touchais à plusieurs domaines. Et j'ai fait remarquer que c'était pas très français. Ça, en France, on est dans une case et il faut pas en sortir. Et ce que je déplore, moi qui ai la chance de voyager beaucoup justement pour les livres, les traductions ou les films, ce que je déplore, c'est que l'esprit français, la création française ne s'ouvre pas assez encore à d'autres humeurs, à d'autres flux, à d'autres influences. Et là, quand il y a eu cette proposition faite par le Festival de Morelia, par Benoît Martin d'Ambassade, j'ai dit banco parce que ça m'intéressait de voir ce que des jeunes réalisatrices et jeunes réalisateurs mexicains, c'est-à-dire d'une autre culture que la mienne, d'un autre pays, d'un autre continent, d'une autre histoire, avaient comme désir de cinéma aujourd'hui. Et je dois dire que je ne suis pas déçu du tout, parce que justement, les 4 projets sont des projets exotiques dans le sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qu'ils me sortent de mon ici pour l'enrichir avec leur ailleurs. Et typiquement, si vous voulez, ces projets de films, on ne les lit pas dans le cinéma français, on ne les voit pas dans le cinéma français. Le cinéma français, peut-être, on est trop dans une forme à la fois de cartésianisme et d'héritage lourd aussi de ce qu'est le cinéma français, pour oser aller là où ils vont. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Alors, moi, j'aborde ce petit travail très modestement, c'est-à-dire que la première fois qu'on a fait une réunion par Zoom avec les 4 réalisatrices-réalisateurs, je leur ai dit que j'en savais pas plus qu'eux, simplement que j'étais un peu plus âgé, avec un peu plus de réflexion, avec aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire que je viens d'ailleurs, donc leur ailleurs m'apporte des choses et j'espère que mon ailleurs va pouvoir aussi, dans cette perspective de dialogue, les enrichir. Alors, comment ça va se structurer? Comment, et par exemple, la langue, est-ce que c'est un handicap? Parce que les scénarios, alors,
j'ai bien compris, les scénarios, ce ne sont que des petits éléments pour imaginer ce que sera le film, mais c'est la base de travail. Comment Oui, mais vous fonctionnez avec eux? surtout que ce sont là, parce que je n'avais pas compris au départ le principe, si vous voulez, je ne savais pas encore s'ils étaient simplement au stade d'un désir, d'un synopsis, d'une forme de séquencier, ou à la moitié ou au tiers de leur travail d'écriture scénaristique. Pas du tout. C'est-à-dire que les quatre sélectionnés, puisqu'il y a une sélection qui a été faite par le festival, les quatre sélectionnés, ce sont déjà quatre scénarios extrêmement aboutis, dialogués, séquencés, etc. Donc, ce sont des objets déjà de travail très importants. La langue, ça a été simple. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu présomptueux. Je me suis dit, je vais pouvoir les lire en espagnol. Bon, parce que j'arrive à lire l'espagnol quand même. Mais comment dirais-je, il y a une langue, et il y a des références culturelles, et il y a peut-être aussi de ce que j'appellerais des mexicanismes, enfin un usage de l'espagnol qui me passe complètement à côté. Donc très vite, je me suis dit, on va procéder simplement. J'ai demandé aux organisateurs de faire en sorte que les conversations que j'allais avoir avec ces jeunes gens soient aidées par la présence d'un interprète, pour qu'on soit vraiment très précis dans nos dialogues et qu'on n'utilise pas, moi de mon côté, un mauvais espagnol ou un anglais pidgin, vous voyez, qui ne permet pas d'aller dans les détails. Et puis, je me suis débrouillé de mon côté parce qu'il y avait un problème de moyens, ils ne pouvaient pas faire traduire, ça coûte cher, les scénarios. Pour les traduire automatiquement, vous savez, avec tous les instruments qu'on a maintenant sur Internet, en utilisant une application qui m'a traduit tous les scénarios en quelques minutes. Alors, bien sûr, avec des choses assez drôles, puisque la traduction automatique provoque quand même aussi de la littérature, littérature comique. Mais comme j'ai le scénario en espagnol à côté, j'arrive à rectifier les grosses erreurs. Et comme ça m'a permis de les lire vraiment à la fois la version espagnole, la version de mauvais français, mais de voir vraiment ce qu'étaient ces travaux, quoi. Et puis, eh bien, le travail, donc là, j'ai lu attentivement les 4 sujets, en prenant des notes. Ça demande beaucoup de concentration de lire un scénario, vous le savez, surtout quand la personne est en attente. Et cet après-midi, on fait la première réunion, la réunion par Zoom, avec 40 minutes par artiste en dialogue pour la première prise de contact, enfin la deuxième, mais la première vraiment sur leur travail et en parlant de leur travail. Voilà. Alors, est-ce qu'au travers de ces scénarios, vous sentez très clairement la personnalité de chacun d'eux, parce qu'ils sont très, je ne vais pas dire typés, mais je veux dire, si, c'est des vrais auteurs, déjà, on sait, c'est des jeunes artistes, mais déjà des vrais auteurs, et en même temps qui ont des univers très personnels très différents les uns des autres. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Alors, moi, j'en connaissais certaines ou certains, pour avoir vu un court ou un long. Je suis allé revoir des choses qu'ils avaient faites aussi pour enrichir ma connaissance d'eux-mêmes. Et c'est vrai que, alors déjà, si ça avait été à l'aveugle, c'est-à-dire si je n'avais pas su le nom et le travail déjà de ces artistes, j'aurais été frappé par la qualité de leur travail, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des étudiants, quoi. On voit que c'est déjà c'est des professionnels. C'est des professionnels. Et alors, quand on connaît un peu ce qu'ils ont fait, ou ce qu'on a un peu vu comme je l'ai fait, c'est vrai qu'on retrouve des univers. On retrouve des univers, on retrouve des obsessions, on retrouve des personnages, parfois aussi, qui apparaissaient dans des cours, et c'est assez classique, ça, hein, un personnage qu'on développe dans un cours et qu'on a envie de retrouver un peu plus en épaisseur dans un long. Enfin, voilà, avec effectivement des préoccupations soit intimes, soit sociales, soit les deux, soit fantastiques aussi, hein, qui apparaissent dans des scénarios. Et c'est là aussi où je parlais de cet écart avec la France. Vous savez que, par exemple, en France, le cinéma fantastique de nos jours, dans les productions françaises, c'est quasiment inexistant, quoi, hein. Oui, il y en a en compétition à Cannes cette année, quand même. C'est bien, Julia Ducournau. Lequel, alors? Je ne sais pas. Julia Ducournau, qui avait fait Grave, arrive avec maintenant son second long métrage directement en compétition. C'est quand même un signe fort. Bon. Mais c'est une femme, ce qui est aussi un signe très fort. Le cinéma fantastique n'est pas forcément l'apanage des femmes. Non, c'est vrai, mais vous conviendrez avec moi que c'est quand même extrêmement marginal dans les 200 ou 230 films qui sont faits chaque année, quoi, hein, en France. Alors que
Le plaisir aussi, si vous voulez, en lisant ces scénarios, ça a été celui que j'ai toujours éprouvé depuis l'adolescence en lisant la littérature hispanophone du Nouveau Monde. C'est-à-dire qu'elle soit d'Amérique du Sud ou mexicaine, une espèce de liberté, de baroque, de fantastique. On mêle le réel et l'irréel. On ose aller dans des directions qui nous écartent des chemins un peu trop droits. Donc, tout ce que le roman français ne propose pas, ou très peu, quoi, vous voyez, mais que je trouvais justement dans ces littératures hispanophones. Et ça, je le retrouve dans ces scénarios-là avec beaucoup de plaisir, quoi. Et puis, c'est vrai que il y a eu quand même ces dernières années, le cinéma mexicain s'est fait connaître mondialement, hein, avec quelques têtes motrices, si je puis dire, qui l'entraînent et qui le font connaître partout, et avec les succès qu'on connaît. Donc, c'est formidable. Donc vous sentez d'une certaine manière que ces cinéastes-là, que le cinéma mexicain dans sa globalité, compris sa jeune génération, s'inscrit dans un héritage à vous entendre, je pensais évidemment à Garcia Marquez ou à Rulfo du côté mexicain, c'est-à-dire ce mélange de réalisme fantastique. Oui, c'est ça, vous avez raison. Et puis, mais quand vous citez Gabo, on peut citer Fuentes, on peut citer aussi des gens comme Juan Carlos Onetti, vous voyez, enfin ou alors Bio Casares, l'ami de Borges, et Borges lui-même. Donc il y a tout un, si on prend les très très grands comme ça, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc cette matière humaine qui ne s'interdit pas de penser que l'homme, au sens générique, hein, l'homme et la femme, n'est pas seulement un esprit qui pense, mais c'est aussi un esprit qui rêve et qui a une vie, comment dirais-je, officielle le jour, et qui a une vie inofficielle, souterraine, le jour aussi, mais intérieure, et encore plus la nuit. Donc c'est ces dimensions-là qui sont à l'œuvre et qu'on n'ose pas trop en fait entremêler dans le cinéma. Moi, le premier, je veux dire, vous voyez, les films que je fais, moi, sont des films extrêmement rationnels. Enfin, ils cherchent à travailler sur des émotions, à comprendre des émotions, à comprendre des nœuds familiaux, des nœuds intimes, des relations douloureuses la plupart du temps. Mais je ne suis jamais allé personnellement vers quelque chose comme ça qui mêle un peu ces dimensions oniriques, fantastiques, réalistes, alors que je le fais en roman. J'ai fait des romans comme ça qui sont complètement barrés. Mais pourquoi en cinéma, j'y vais pas? Alors que, on parlait de peinture, il y a des tas d'artistes, graveurs et peintres qui, on pourrait aller, je sais pas, de Dürer à Escher, et en passant par Monsou Desiderio, en passant par un certain Goya, en passant par Fuseli, etc., ou par Delvaux. Mais j'adore cette peinture qui est à la fois onirique et réaliste, et qui exprime des chimères et des fantasmes, mais ça ne produit pas des images de cinéma en moi. C'est très bizarre. Mais de fait, votre deuxième film était une vraie surprise, parce que c'était une franche. Alors, il y avait une profondeur psychologique, etc., mais c'était aussi profondément chaleureux, généreux. Ah oui. Mais là, si vous voulez, alors ça correspond à ma nature aussi, c'est-à-dire que les gens sont toujours surpris quand ils me rencontrent parce que j'écris plutôt des choses graves, mais dans la vie, je suis plutôt un mec qui adore rigoler, quoi. Donc, moi, le cinéma, ma relation avec le cinéma, si vous voulez, c'est il y a énormément d'univers cinématographiques qui m'ont frappé, qui m'ont nourri et construit. Mais il y en a un vraiment qui est très important, qu'il reste, c'est la comédie italienne, la grande comédie italienne des années 60, fin 50 jusqu'à début 70. Donc, sortant d'un film qui était un mélodrame, Il y a longtemps que je t'aime, j'avais envie de changer d'humeur complètement et de faire quelque chose de plus léger, de rieur, d'ensoleillé, et en payant ma petite dette vis-à-vis de cette Italie qui m'a fait en grande partie. Donc, en inventant une histoire d'Italien à Strasbourg et en faisant appel aussi de façon précieuse et émouvante pour moi à une des icônes de nos relations franco-italiennes en cinéma, qui est Anouk Aimée, qui est restée une amie d'ailleurs.
Ouais, oui, oui, non, très touchant. Bon, alors oui, je voudrais revenir sur un truc. On a parlé d'obsession un peu ou d'univers extrêmement précis chez certains des jeunes cinéastes mexicains avec qui vous échangez ces jours-ci. Donc cet après-midi, bon, c'est super, ça Oui, oui, fait oui. notre interview de ce matin. Cette dimension d'obsession ou d'univers personnel. Vous, de votre côté, par exemple, je sais pas, reprenons Brodeck, qui est quand même une de vos œuvres centrales, la fantaisie allemande, qui est par contre, c'est la dernière publication. Oui, 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 oui. On retrouve des tas de choses. Il y a des ponts Oui, énormes oui. entre les. Ouais, Bon. ouais, ouais. Là, on peut parler un peu d'obsession, comme le thème de la prison, parce que vous y avez aussi beaucoup opéré, etc. Vous avez vécu des choses. Et entre parenthèses, La prison, c'est mon dernier long métrage que j'ai terminé en avril, mais pour la télévision. C'est la Oui. première fois que je fais un film pour France 2. Il a été Beaucoup de diffusé. personnes m'ont dit, pardon? Il a été diffusé. Non, 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 ils voulaient le diffuser au mois de mai. Donc, ils m'ont imposé des délais de post-production qui étaient déments. C'était la seule différence que j'ai vue entre le cinéma et la télé. J'ai travaillé comme un fou avec mon équipe. Et puis, finalement, quand ils ont vu le résultat qui leur plaisait beaucoup, ils se sont dit, ah ben non, on va prendre le temps de préparer sa diffusion. Donc, on fera ça en décembre. Ah. Donc, on a un peu travaillé sur les chapeaux pour rien, mais bon, voilà. Mais oui, c'est vrai que là, c'est la prison. Alors, que j'avais déjà dans le premier long métrage, puisque Christine Scott Thomas sortait de prison. Il y a longtemps que je le fais. Mais là, c'est une histoire qui se passe en prison et qui est inspirée en fait de mon expérience de prof en prison. Mais alors, est-ce que cette dimension d'obsession, c'est contradictoire ou c'est complémentaire avec l'envie de changer, de chercher d'autres horizons, d'aller vers ces ailleurs dont vous avez beaucoup parlé? Ah non, mais alors, je vais parler par exemple de 2 projets après une enfance. Donc une enfance, c'est mon dernier long métrage au cinéma qui est sorti en 2015. J'avais envie c'était volontairement un film à l'os, dans une économie de moyens et de légèreté. J'avais envie de retrouver la légèreté des courts-métrages en termes d'équipe et j'avais envie de prendre des acteurs inconnus ou quasiment inconnus. C'était une formidable expérience humaine. Le public n'a pas suivi du tout en France. Ils n'ont pas voulu voir ce film du tout. Film social, dur et sans vedette, si vous voulez. Ça a été vraiment... Alors, quand les gens le voient maintenant, quand il est rediffusé, ils me disent « Ah, c'est vachement bien mais c'est sorti quand ?» Je dis « C'est sorti en 2015, mais personne ne l'a vu. » Enfin bref, ça arrive, ça c'est le jeu. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, très vite, à l'automne 2015, j'ai écrit un long métrage volontairement là où j'avais envie de renouer avec du cinéma d'actrices et d'acteurs et avec un ailleurs que j'aime beaucoup qui est l'Écosse. Donc c'est un sujet que j'avais écrit pour le filmer en Écosse, mais un film français, et ce film qui était à la fois un film grave sur l'intimité, sur un vieux couple amoureux qui se retrouve après des années de séparation, une vieille actrice et un metteur en scène has-been. Il y avait beaucoup d'éléments de comédie. Mais on n'a jamais pu le monter avec mes producteurs et diffuseurs parce qu'on n'a jamais trouvé l'actrice. Voilà. On a passé 2 ans et demi à essayer de trouver l'actrice et toutes celles à qui on l'a proposé l'ont refusé. Donc, il fallait quand même une actrice de premier plan pour l'interpréter, pour avoir les financements. On ne l'a pas eu. Et dans ces cas-là, c'est amusant parce que vous avez employé directement, c'était pensé, c'était écrit pour être un film d'acteur. Bon. Et dans ces cas-là, on n'écrit pas en pensant déjà à un acteur? Non, moi, je m'interdis de le faire parce que justement, on peut être déçu, vous voyez, quand l'acteur ne veut pas. Bon. Mais quand je dis film d'acteur, je fais référence, par exemple, à mon 3e film qui était Avant l'hiver, où là, je voulais vraiment travailler avec Daniel Auteuil, je voulais vraiment retrouver Christine, je voulais vraiment travailler avec Leïla Bekti, avec Richard Berry, et faire, on va dire, du cinéma au sens cinémascope. D'ailleurs, le format que j'avais choisi, c'était du scope. C'est pas pour rien, vous voyez, c'est être dans une forme, non pas de réalisme, au sens documentaire presque du terme, mais de magie du cinéma, avec des figures que les spectateurs connaissent, aiment retrouver, aiment voir incarner des personnages. Hein. On fait semblant. Hein. Toi, tu seras la princesse, moi, je serai le dragon. On est toujours dans les jeux d'enfance. Hein. Mais avec cette dimension cinéma. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle de ce film le scénario s'appelle Comeback, mais qu'on n'a pas pu faire parce que je vous dis, le cinéma, c'est un art industriel, comme le disait Malraux, ça coûte cher, et encore plus en France, hein, vous le savez, où le coût du travail et le coût du cinéma est très important, contrairement à d'autres cinémas
J'ai beaucoup envie d'apprendre aussi par rapport au cinéma mexicain et à la production au Mexique, savoir quel est le coût des films et comment les films se font. Parce qu'on sait très bien que dans beaucoup de pays, je connais pas mal de pays européens, on arrive à faire des films pour peu d'argent ou moins d'argent qu'en France. Donc là, on n'a pas eu l'actrice. J'ai écrit un autre scénario après, d'une comédie, d'une franche comédie contemporaine sur des enjeux vraiment contemporains, où il nous fallait une jeune femme de 35 ans. Eh bien, j'avais le producteur, j'avais le distributeur, ce qui est assez difficile à trouver quand même déjà. Et là encore, on n'a jamais trouvé l'actrice. Donc, ça fait quand même 2 projets en 5 ans, là, j'arrive pas à monter. Mais elles sont folles ou quoi? Elles ont peur de vous, c'est ça? Oh, c'est même pas une question de. J'allais dire que ce soit moi ou Tartampion, ça change rien, vous voyez, à la mise en scène. C'est juste que on se heurte à des choses différentes. Sur ce deuxième projet de comédie, il nous fallait une actrice de 35 ans. Une actrice de 35 ans en France qui est susceptible d'amener des financements, il n'y en a pas 50, il y en a 3-4. Il y en a 3-4, soyons clairs. Hein. Eh bien, on propose à ces 3-4 qui étaient des actrices marquées comédie et qui soudain disent « Ah non, moi je ne veux plus faire de comédie, je veux faire des films. » Oui, classique, oui, bien sûr. Parce que des comédiennes autrement, j'en ai, oui. J'en trouve. Simplement, on ne pourrait pas le faire. On ne pourrait pas le montrer. Oui, ça c'est un dysfonctionnement du petit microsystème du cinéma français et des financiers du cinéma français. Alors, dernière chose, parce que je vous ai entendu parler donc de comment ça marche au Mexique, y compris en termes de production, enfin de façon très concrète. Ça veut dire que peut-être un jour on pourrait imaginer, ou vous l'imagineriez, de venir tourner au Mexique, Philippe? Mais écoutez, alors je vais vous dire avec grand plaisir, parce que j'ai déjà failli le faire au Chili. Moi, le Chili, enfin, je voyage pas mal. Un peu partout, mais j'ai créé des liens plus forts avec certains pays à travers le monde, et notamment au Chili où je suis allé souvent pour mes livres, pour les films, pour faire pas tout à fait ce mentorat, mais travailler quand même avec des étudiants de cinéma, faire des sessions dans des universités. Et puis j'ai créé des liens d'amitié, notamment avec quelqu'un qui est producteur, et quand il savait que je galérais complètement avec cette histoire de comeback, lui, il connaissait le scénario, je l'avais fait lire, il me dit « Mais pourquoi tu viens pas tourner au Chili? Pourquoi tu viens pas faire ce film ici ?» Et c'est vrai que j'ai tourné l'idée dans ma tête, et c'est quelque chose qui est possible. Ça n'a pas été possible pour moi au moment où il me le proposait pour des raisons privées, enfin familiales, des parents un peu âgés qui sont décédés, mais j'étais moi, ma femme, ma fille, même lui, je pense, tout à fait prêt à aller passer une demi-année au Chili et à tourner ce film là-bas. Oui. Parce que comment dire, j'en ai un peu marre aussi, vous voyez, de ce fonctionnement du cinéma français, quoi. C'est insupportable, quoi. C'est insupportable. On a tous été, et je m'exclus pas, je m'inclus dedans. On a tous été à travailler dans des conditions trop luxueuses. C'est-à-dire que tout le monde est très bien payé dans le cinéma. Il n'y a pas seulement les acteurs, mais tout le monde est très bien payé. Le coût du travail en France, on le sait, et ça, c'est pas seulement le cinéma, hein, est très cher. Et on se retrouve aussi face à des caprices comme ça, et à des volontés aussi de chaînes, de financiers, d'avoir des têtes d'affiche, etc. Alors que c'est ridicule. Ça devrait être comment dirais-je, le film qui prévaut. Et pas, c'est le film qui fait les vedettes. C'est pas des vedettes qui font un film. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les histoires, et c'est aussi ce que j'aime dans des cinémas autres que le nôtre, quand on les connaît peu ou mal, c'est soudain de voir des films où on ne connaît aucune actrice, aucun acteur, et on est juste happé par ce qu'on nous montre, quoi, sans autre forme de recul ou d'adhésion. Donc oui, pourquoi pas. Mais le Mexique n'a pas besoin de moi, il y a assez de talent, donc c'est pas la peine que je vienne encombrer les terres mexicaines. Alors, faire tout ça, parler de tout ça, écrire autant de scénarios, etc., ça me donne le vertige. Vous êtes staccanoviste? Je l'ai été. Quelle est votre discipline de travail? Aucune discipline. J'ai aucune discipline, c'est-à-dire que j'ai pas d'horaire, vous voyez, mais c'est vrai que pendant très longtemps, je mets un peu ça au passé parce que ça change là. Moi j'ai 59 ans,
je ressens un peu une fatigue, pas intellectuelle, mais je me rends compte que ce que j'arrivais à faire il y a 15-20 ans, je n'arrive plus vraiment à le faire. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans, dans la même journée, je passais d'un fichier de roman, un fichier de scénario, un fichier de pièce de théâtre, j'enchaînais en écrivant sur le même ordinateur, j'écrivais dans les hôtels, dans les avions, partout. Là, maintenant, je me rends compte que la vie s'est fait de moments aussi et de phases différentes, quoi. C'est pas seulement une question d'âge, c'est une question de préoccupation. Et j'ai besoin de m'immerger davantage dans un sujet, dans une ambiance, donc de vivre un peu plus longtemps avec un roman et seulement avec ce roman-là ou avec un scénario. Là, il y a un nouveau scénario qui commence à germer dans ma tête. J'ai très envie d'écrire, de faire. Mais on en revient à ce qu'on disait, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un film que j'ai dans ma tête. Et ce qui m'emmerde là, c'est qu'il va falloir que je passe par l'étape scénario. Donc, ce que je trouvais tout à fait normal il y a encore 15-20 ans commence à me gonfler de plus en plus, quoi. Parce que j'ai juste envie de prendre la caméra, 2-3 comédiens et de le faire. Bah oui. C'est quelque chose avec une mise en œuvre assez légère. Et ça aussi, ça me manque, vous voyez. Même si, comme je le disais, les courts-métrages que je faisais à 20 ans étaient vraiment nullissimes. Mais il y avait une espèce de fraîcheur. Voilà. On y va, quoi. Et aujourd'hui, on le sait, avec les téléphones qu'on a, avec tous les instruments qu'on a, on n'est plus confronté au même problème que j'avais, c'est-à-dire que nous, on n'avait pas de caméra, il fallait emprunter une 16 ou une Super 8, il fallait de la pellicule, enfin, tout ça, c'était compliqué. Comme je le dis aujourd'hui aux étudiants, vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler, pour monter et pour diffuser. Parce que nous, quand on faisait un cours, il fallait attendre que la salle de cinéma de Nancy nous permette de faire une projo une fois, et c'était magique. Bon, remarquez, c'était magique aussi. Hein. Ouais. C'était magique. Oui, oui. Bon, merci beaucoup. À vous entendre, j'ai l'impression quand même que maintenant le cinéma vous inspire plus que la littérature. C'est vrai ou c'est... Non, moi j'ai vraiment besoin de tout. Hein. J'ai vraiment besoin de... Si vous voulez, quand je sors d'un tournage, quand je suis sorti de ce film Le Bruit des trousseaux pour la télévision, pour France 2, là, j'ai fini vers le mi-avril, j'étais rincé comme après toutes les aventures cinéma, quoi. C'est-à-dire que on n'a qu'une envie, alors moi j'ai qu'une envie, c'est de me remettre dans le roman. Et quand je finis un roman, j'ai qu'une envie, c'est de me remettre dans le cinéma. Donc, mais parce que les gens mesurent mal ça, et d'ailleurs il y a des mystères pour moi. Des gens comme Woody Allen ou en France comme François Ozon, je ne sais pas comment ils font. Pour Ozon, il fait 3 films en 2 ans, quoi, hein. Il a un rythme de travail. Quand on voit comment c'est épuisant un tournage, Woody Allen qui en faisait un par an, quoi, et à un âge avancé. Quand on voit comment c'est épuisant un film, à la fois la préparation, le tournage, la post-production, je suis admiratif en fait des gens qui ont des longs trajets ou qui produisent beaucoup, parce que moi je sais que ça me vide quand même considérablement, mais en même temps il y a ce très beau mot d'Orson Welles que vous devez connaître, vous savez, où en gros il disait quiconque exerce ce métier stupide mérite ce qui lui arrive. Donc, on n'est pas obligé de faire ça, donc personne ne nous force à faire ça, hein. Donc on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même, quoi. Mais voilà. Bon, merci beaucoup Philippe pour tout ce temps avec nous, et puis surtout merci pour cette opération d'avoir accepté de la faire. Ça me paraît formidable. C'est chouette. J'espère juste que tous les variants delta, alpha, oméga, tout ce qu'on veut. Ne parlons pas de delta, pas de delta. Ouais, mais vous voyez là, parce qu'on est tous en train de se dire, bon bah voilà, en septembre, moi je remplis à nouveau mon agenda sur l'année 2021-22. Et notamment avec Morelia, etc. Mais ouais, j'espère que ça va pouvoir se faire, et puis qu'il y aura au moins un moment, une rencontre physique avec ces jeunes créateurs et une vraie discussion. Mais en tout cas, moi, pour terminer là-dessus, j'ai hâte de parler avec eux là cet après-midi. Normalement, il y a 3 séances qui sont prévues, donc il y en aura 2 autres. La 3e devrait se faire physiquement, mais on verra. Et puis surtout, j'ai hâte de voir après ce qu'ils vont faire de ça, quoi. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de voir leur film, quoi, déjà. Donc, il faudra un peu de temps, mais je pense que franchement, il y a matière, quoi. Bon, super. Merci beaucoup. Merde pour cet après-midi. Et puis, à bientôt, j'espère, à Morelia, du coup. Hein. Ouais. Et puis, un bon festival de Cannes à vous. Hein. Ah ouais.
Allez, Allez, bonne journée. au revoir. Merci. Bye, bye, Au bye. revoir.